1915. L'Empire ottoman est en pleine déliquescence et perd des pans entiers de son territoire. De cet empire qui meurt, va naître une république qui va s'en prendre à ses minorités ethniques et religieuses. Les 2 tiers de la population arménienne de l'Empire seront exterminés. Si en Turquie le déni demeure toujours très puissant, la reconnaissance du génocide commence à faire débat. Un siècle après, des voix s'élèvent enfin pour lever le voile sur cette période trouble de l'histoire. C'est d'ici, sur la rive asiatique du Bosphore, que sont partis les premiers déportés du premier génocide du XXe siècle. Nous sommes le 24 avril 1915. Istanbul s'appelle alors Constantinople. Cette date a été très rapidement considérée comme l'acte fondateur de démarrage de ces violences de masse. Tout simplement parce que ce jour-là, les autorités ottomanes ont décidé d'arrêter l'ensemble de l'élite arménienne. Vous avez dedans non seulement la classe politique, les députés au Parlement ottoman, mais vous avez les principaux avocats, des hommes d'affaires, les journalistes connus, des écrivains. L'ensemble de l'élite est arrêté et déporté et va être exécuté dans des endroits isolés au cours des semaines qui vont suivre. Le 24 avril 1915, c'est une rafle. C'est une rafle un peu comme le Veldiv, mais différente, puisque c'est une rafle très ciblée sur environ 2500 intellectuels, des leaders en quelque sorte de la communauté arménienne. C'est donc pour cela que c'est pris comme étant la date du début du génocide. La circulaire 3052, datée du 24 avril 1915 et signée par le ministre de l'Intérieur Talat, ordonne aux autorités militaires et aux administrations de l'ensemble de l'Empire ottoman d'arrêter les élites arméniennes locales. On peut dire que c'est le lancement officiel des opérations. À l'origine de cette décision, un trio d'officiers de l'armée ottomane que l'on appelle les jeunes Turcs, Talat, Enver et Cemal Pacha, forment le triumvirat qui va planifier le génocide des Arméniens. À son apogée, l'Empire ottoman s'étendait sur 3 continents. Mais à partir de la fin du XIXe siècle, il se réduit comme une peau de chagrin. Il perd 80% de ses territoires en Europe. Les minorités aux marges de l'Empire sont entrées en guerre contre le pouvoir de Constantinople. Elles réclament leur indépendance et obtiennent le soutien des démocraties occidentales. In the patchwork kingdoms of the Balkans, the old army game was never interrupted by the passing of the centuries. King Ferdinand of Bulgaria was called the Fox of the Balkans. L'idéologie nationaliste gagne l'élite ottomane, tandis que l'Empire subit une succession de défaites, prélude à une cuisante déroute dans les Balkans en 1912. C'est dans ce contexte qu'émergent les jeunes Turcs qui renversent le sultan et s'emparent du pouvoir en créant le comité Union et Progrès. Ils règnent bientôt sans partage, se radicalisent et imposent une assimilation forcée aux différents peuples qui composent ce qui reste de l'Empire. On passe d'un système impérial, multiethnique, pluriculturel, à un système État-nation. La volonté du comité Union et Progrès, les jeunes Turcs, est de transformer l'Empire ottoman en État turc. Le monde change autour de l'Empire et ces changements vont avoir des conséquences sur les relations intercommunautaires et sur le statut de tout un chacun. Installés depuis plus de 3000 ans sur ces plateaux stratégiques, au carrefour des empires, des routes de commerce et d'invasion, les Arméniens vivent sur ces terres d'Anatolie orientale en parfaite harmonie avec les autres peuples de l'Empire ottoman. Au début du IVe siècle après Jésus-Christ, le royaume d'Arménie est le premier État à adopter le christianisme comme religion officielle. 16 siècles plus tard, ayant su préserver leur identité culturelle et religieuse, les Arméniens sont stigmatisés par les musulmans. Victimes de la montée du nationalisme et du panturquisme, ils deviennent alors les ennemis de l'intérieur. La place des Arméniens au sein de l'Empire est remise en cause.
1914, la Première Guerre mondiale éclate. Après une certaine hésitation, l'Empire ottoman, déjà en guerre dans les Balkans, s'engage auprès des puissances centrales, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, contre celles de l'Entente, la France, l'Angleterre et la Russie. Freiner l'expansionnisme russe au Caucase devient alors un impératif absolu. Piégée par l'hiver, l'armée ottomane subit une cuisante défaite à Charikamish. En janvier 1915, on dénombre la mort de 80 000 des 100 000 soldats ottomans présents sur le front russe. C'est la débâcle. Sur le chemin du retour, les soldats se vengent sur les populations arméniennes. Pourtant, les Arméniens étaient largement intégrés au sein de l'armée ottomane, mais le ralliement d'une poignée d'entre eux qui a rejoint l'armée du tsar servira de prétexte pour accuser la communauté arménienne tout entière de trahison. Les conscrits arméniens sont désarmés. Quelques semaines plus tard, ils seront tous exécutés. Nous sommes le 18 avril 1915. Dans la région de Van, le berceau historique de l'Arménie, 60 000 Arméniens sont massacrés. Les survivants se replient à Van où ils résistent et essaient de sauver la ville en attendant que les troupes du tsar viennent les libérer. Qualifiée d'insurrection, l'autodéfense de Van servira encore de prétexte pour déplacer les Arméniens dans l'ensemble de l'Empire. Dans les 6 provinces arméniennes, le scénario est le même. Les hommes sont massacrés sur place, les femmes et les enfants envoyés en déportation. Ma grand-mère, qui était l'enfant de la famille Gadarian, m'a raconté que l'année où elle est passée du CE1 au CE2, un beau jour, les gendarmes ont fait une descente dans le village. Ils ont d'abord rassemblé tous les hommes du village, puis les femmes et les enfants, et ils les ont tous emmenés à Palou. Tout au long du chemin, les femmes, les enfants ont dû marcher. Tout le monde était à pied. Nous sommes à Palou. Autrefois, c'était une ville très importante. Mais maintenant, il n'en reste plus rien. Seulement ces ruines. Palou était le carrefour commercial de la région. En arménien, son nom est Palovnit. C'est un lieu historiquement très symbolique, et pour la région, et pour les Arméniens. Mais malheureusement, aujourd'hui, Palou a été rayé de la carte. On a fait descendre les gens par ce chemin jusqu'à l'église qui se trouve plus bas. Et ils ont entassé les femmes et les enfants dans la cour de cette église. Des cris à vous arracher le cœur ont alors éclaté à l'extérieur de l'enceinte. Pour comprendre d'où venaient ces cris et voir ce qu'il se passait dehors, des jeunes filles sont montées sur les épaules des plus grandes. Elles ont alors crié, et ma grand-mère l'a entendu. Ils égorgent les hommes et les balancent dans la rivière. Les gens d'ici ont raconté exactement la même chose. Et on les a fait descendre par cette route. On les a tous égorgés et jetés dans la rivière. Il y avait tellement de cadavres que les piliers du pont étaient bouchés à cause de ces corps qui s'entassaient. Ils ont égorgé ici tellement de gens que les eaux de cette rivière sont restées rouges de sang pendant des jours et des jours. Ensuite, ma grand-mère, ses frères et sœurs et tous les survivants de ces événements ont été contraints d'entreprendre le fameux voyage de la mort. On les a obligés à escalader ces montagnes autour de Palou. Ils ont marché pendant des jours et des jours, des semaines,
en ayant soif et faim. Ils ont dépassé la ville d'Elazığ et ils sont arrivés à Maden. Là où le Tigre est profond, la tante de ma grand-mère s'est noyée avec ses 2 jeunes enfants dans le fleuve. Ma grand-mère racontait sans cesse cette histoire, car elle était terriblement choquée par ce qu'elle avait vu. À partir de la fin mai, on va assister à la déportation des femmes et des enfants, c'est-à-dire de gens quasiment sans défense. Nous avons recensé 317 convois de déportés, avec une extrême concentration sur les mois de juin, juillet, août, au cours desquels plus d'1 million de personnes vont être déplacées vers les déserts de Syrie et de Mésopotamie. C'est la police qui dresse la liste des déportés, nominale, par famille, avec le nom du chef de famille même quand il n'est plus là. Ensuite, ça se fait par quartier, selon l'étendue. Le nombre de déportés dans les convois oscille entre 1500 et 5000. Avec les marches de la mort, c'est l'ensemble de la population arménienne d'Anatolie qui est déportée. Au long de ces routes, massacres, pillages, viols et enlèvements d'enfants sont le quotidien des Arméniens. L'épuisement et les conditions sanitaires auront raison des plus faibles. Entre 1 million et 1,5 million d'Arméniens seront exterminés entre avril 1915 et décembre 1916. Les statistiques dont on dispose nous permettent d'affirmer qu'à peine 15 à 20% de ces déportés vont parvenir dans les déserts de Syrie et de Mésopotamie. L'étape finale va avoir lieu entre le mois de juillet et le mois de décembre 1916. 192 750 Arméniens, selon les statistiques officielles ottomanes, sont à ce moment-là encore présents à Zor, à Der Zor, et vont être exécutés par paquets de 3 à 5 000 dans les régions périphériques du désert de Syrie et de Mésopotamie. Et ceci s'est déroulé de façon programmée. Qu'on dise ou non le mot génocide, vous êtes obligé d'accepter une chose, c'est que c'est une infamie. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Abattage, nettoyage ethnique, transfert de population, déportation, mais vous êtes obligé d'accepter que ça a été quelque chose d'horrible, d'infiniment cruel, qui était planifié.